S'attaquer à Grant Hill, c'est s'attaquer à une montagne, à un emblème de la NBA, à un franchise player qui prit un jour place sur le podium du MVP et qui, c'était écrit, devait mener l'une de ses équipes au titre NBA. Coupé dans son élan par une blessure, l'ailier drafté par les Pistons de Détroit n'est jamais parvenu à répondre à l'ensemble de ses promesses. Grant Hill, just like Mike, only better. C'est ce que l'on va voir dans ce premier épisode du Magnéto. Ils sont 5000. 5000 joueurs à avoir un jour foulé les parquets de la NBA. 5000 athlètes de haut niveau et autant d'occasions d'écrire et de redécouvrir l'histoire de la Grande Ligue. Destin tragique ou prodigieux, événements marquants, anecdotes rocambolesques et inspirations politiques. Que serait la NBA sans tous ces épisodes, sans tous ces acteurs, sans toutes ces facettes encore trop rarement reconnues? Larry Foust, Rick Barry, Bill Walton, Michael Cooper, Grant Hill, Baron Davis, autant de joueurs méconnus, d'actions légendaires, de monstres oubliés et de futures légendes brisées. Raconter les multiples histoires de la Grande Ligue, c'est la mission du Magnéto. Grant Henry Hill vit le jour le 5 octobre 1972 à Dallas, de l'union de Janet et Calvin Hill. Il baigna tout petit dans l'exigence du sport professionnel, puisque son père était alors running back chez les Dallas Cowboys, avec lesquels il venait tout juste de remporter la 6e édition du Super Bowl. Il décida toutefois de ne pas suivre les pas de son paternel, pour rapidement se tourner vers le basketball. Excellent au lycée, il se vit offrir plusieurs bourses en vue d'intégrer de prestigieuses universités. Tandis que maman souhaitait le voir intégrer la faculté de Georgetown, papa militait pour le voir enfiler le maillot de North Carolina. Grant céda finalement aux sirènes de la prestigieuse Harvard du Sud, l'université de Duke, en 1990. Chez les Blue Devils, il rejoint un effectif alors pléthorique, d'ores et déjà composé de Christian Leitner sous les cercles, de Bobby Hurley à la main et de Thomas Hill sur les ailes, le tout sous les ordres de l'emblématique Coach K. Duke sortait alors d'une finale NCAA largement perdue face à UNLV en 1990. Avec Grant Hill au poste d'ailier, qui disputa d'ailleurs l'ensemble des matchs de sa saison rookie, l'université retourna en finale du tournoi en 1991, tout en prenant le meilleur sur l'université du Nevada dans une demi-finale au parfum de revanche. La finale, disputée face à Kansas, est cette fois-ci aisément remportée, et il s'agit alors du premier titre NCAA de l'université pourtant créée en 1906. Elle fera coup double l'année suivante, devenant par là la première faculté à conserver son titre depuis la légendaire équipe de UCLA, emmenée par Bill Walton dans les années 70. Malgré une défaite en finale 1994, Grant Hill est encore aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de Duke, avec laquelle il disputa 129 rencontres. Son numéro 33 a d'ailleurs été retiré, et ses performances au cours de ces 4 années eurent un véritable retentissement dans l'ensemble du pays. C'est un phénomène physique et technique qui se présente à la draft NBA 1994. With the third pick in the 1994 NBA draft, the Detroit Pistons select Grant Hill from Duke University. Avec le 3e choix, les Detroit Pistons firent retentir le nom de Grant Hill dans la salle d'Indianapolis. Il y réenfile son numéro 33 et se retrouve alors dans une équipe en reconstruction qui court après son glorieux passé dont ne survit que Joe Dumars, MVP des finales en 1989. Sélectionné devant lui par les Mavericks, Jason Kidd s'est ensuite imposé comme étant le meilleur meneur des 15 saisons à venir. Par contre, avec le choix numéro 1, les Bucks de Milwaukee ne furent pas des plus inspirés, quand bien même Glenn Robinson s'est par la suite révélé être un joueur excellent,
qui scora 20 points de moyenne à 8 reprises lors de ses 9 premières saisons. Il demeure d'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des 27 joueurs à avoir scoré au moins 21,9 points de moyenne lors de son exercice rookie. Bien qu'impressionnant, Glenn Robinson ne parvint jamais à devenir la coqueluche des fans. Et pour cause, la sensation de la fin du millénaire se nomme Grant Hill. Dans l'ère moderne, rares sont les rookies qui ont su s'imposer en NBA avec autant d'autorité que Grant Hill. Son adaptation au monde professionnel fut instantanée. Cette première saison marqua l'histoire de la Grande Ligue et même, par un aspect au moins, celle du sport américain tout entier. C'est donc avec une impression de facilité qui frôlait même l'insolence qu'il réalisa 6 premières rencontres d'exception au cours desquelles il scora toujours au moins 22 points. Son premier match en carrière est d'ailleurs presque unique. 25 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Il est l'un des 4 rookies à avoir réalisé une telle performance pour ses grands débuts, avec Maurice Stokes en 1955, Elgin Baylor en 1958 et Lew Alcindor en 1969. Il faut dire qu'au-delà d'un bagage technique très supérieur à la moyenne, qui lui permet aussi bien de scorer, d'attraper des rebonds que de distribuer des passes décisives en quantité certaine, Grant Hill possède surtout un morphotype plus qu'idéal avec 2,03 m pour 102 kg. Au sujet de ce physique, Don Cheney, coach des Pistons, déclara « Il a le corps le plus parfait que j'ai jamais vu. Il est idéalement proportionné. Il a des qualités athlétiques uniques. Il est le prototype parfait du basketteur de la fin du siècle. » Ses débuts furent retentissants et la suite s'inscrivit dans la même veine. L'ailier parvint en effet à maintenir un niveau quasi similaire sur l'ensemble de la saison, au point de conquérir immédiatement le cœur des observateurs de tout le pays. Collectivement, pourtant, les Pistons sont immondes, dans la droite lignée de leur saison précédente, qu'ils avaient conclue avec 20 petites victoires seulement. Grant Hill impressionne. Il impressionne tellement qu'au mois de janvier 1995, il devint le premier rookie de tous les temps à terminer en tête des votes des supporters pour le All-Star Game, avec près de 1 300 000 voix. Il s'agit là non seulement d'une première en NBA, mais également dans l'ensemble des 4 sports majeurs américains, que sont le baseball, le basketball, le football américain et le hockey sur glace. Il faut dire qu'au moment du All-Star Break, il était possible d'affirmer sans grand risque que Grant Hill était déjà un franchise player, ou alors, à tout le moins, qu'il en possède l'étoffe, les épaules, les capacités physiques et techniques pour le devenir sous peu. Tout n'a pourtant pas été simple au cours de cette première saison. En raison d'un tempérament calme et d'un altruisme à toute épreuve, Hill fut affublé du surnom de Nice Guy, le gentil. Si le surnom peut paraître flatteur pour qui ne connaît pas le sport professionnel américain, il possède toutefois une connotation négative, celle d'un joueur soft, voire même d'un loser. Toutefois, là où dans l'histoire certains joueurs purent tomber dans ce piège médiatique pourtant inextricable, Grant Hill n'en avait strictement rien à faire. Et c'est ainsi que le Nice Guy s'apprêtait à dominer la NBA dans un style qui lui était propre. Si quelque chose le distingue des autres superstars de l'époque, que sont Hakeem Olajuwon, David Robinson, Shaquille O'Neal ou encore Karl Malone, c'est bien son sens du collectif. Évidemment, les ballons passaient fréquemment entre ses mains, mais il avait alors pris la bonne habitude de le rendre aux copains, et bien souvent de manière très propre. Pour lui, une équipe soudée allait toujours plus loin que l'addition d'individualités talentueuses. Grant Hill ne cherchait donc pas à se mettre en avant, ni sur les parquets, ni dans les médias, comme s'il souhaitait alimenter son image de gentleman en toutes circonstances. Avec 28 victoires et le titre de co-rookie de l'année, partagé avec Jason Kidd, Hill s'impose dans la Grande Ligue comme le joueur complet par excellence, avec 20 points, 6,5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et même 1 contre de moyenne sur l'ensemble des 70 rencontres disputées. Cet aspect de son jeu est d'ailleurs mis en avant par Chuck Daly, entraîneur légendaire des Bad Boys de Détroit, qui énonça « Grant Hill bouleverse toutes les habitudes du basket NBA. Il est déjà l'un des joueurs les plus complets de l'histoire. » Sa seconde saison débuta sous les ordres d'un nouveau coach, Doug Collins, et avec des ambitions collectives reboostées. L'objectif est désormais d'aller voir en play-off ce qu'il s'y fait. Collins, qui entraîna le jeune Michael Jordan chez les Bulls,
fit de Grant Hill le dépositaire principal de son jeu. Il s'agit là d'un choix sage, mais d'un choix par défaut, puisque le roster des Pistons n'effraie alors personne, car Hill évolue aux côtés de vieillissants Joe Dumars et Otis Thorpe, mais également des très jeunes Alan Houston et Theo Ratliff. Il n'en demeure pas moins qu'avec Grant Hill à la baguette, Détroit se remet à gagner. 46 rencontres en cette saison 95-96, au cours de laquelle il participa à nouveau au All-Star Game. Sa complétude éclate aux yeux de tous, puisqu'avec 20 points, près de 10 rebonds et 7 passes décisives de moyenne, il réalise quotidiennement des performances dignes de celles de Larry Bird. Ses prestations lui permirent de découvrir les playoffs pour une sèche défaite au premier tour face au Magic de Shaquille O'Neal et de Penny Hardaway. Elles lui permirent également d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, où la Dream Team, deuxième du nom, écrasa l'intégralité de la concurrence pour aller décrocher la médaille d'or. Individuellement parlant, les 3 saisons suivantes présentent d'indubitables signes de gémellité, avec quelques 21 points, entre 7 et 9 rebonds et 6 et 7 passes décisives. Par contre, collectivement, seule la saison 96-97 peut être qualifiée de satisfaisante. Avec un effectif pourtant inchangé, Détroit redevint une place forte de la conférence Est sous l'impulsion d'un Grant Hill désormais au niveau attendu d'un MVP. Pourtant, comme il l'annonçait en sortie de Jeux Olympiques, alors qu'il n'affichait que le 5e total de points de l'équipe américaine, inscrire 30 points tous les soirs ne l'intéresse absolument pas. Peu importe comment, Grant Hill veut gagner, et même s'il faut pour cela rester en retrait. Cela ne l'empêcha toutefois pas de réaliser quelques performances de haut vol au cours de cette 3e saison. La plus belle ? Probablement celle du 18 janvier 1997 face aux Lakers de Shaq et Kobe. 34 points, 15 rebonds dont 6 offensifs et 14 passes décisives en 52 minutes pour une victoire arrachée après 2 prolongations. Son influence sur le jeu des Pistons, digne de celle d'un LeBron James sur celui des Cavaliers 10 ans plus tard, est saluée aussi bien par son coach que par ses adversaires. En sortie de victoire face aux Lakers, Doug Collins déclara « Où serions-nous sans lui ? Michael Jordan est le meilleur joueur de la ligue, mais Grant est le plus méritant et celui qui a le plus de valeur pour son équipe. Je crois sincèrement qu'il est très proche d'être le meilleur joueur. » La déclaration de l'entraîneur sur l'impact de son ailier est d'ailleurs confirmée par le trophée NBA IBM, qui récompensait alors le joueur qui a eu le meilleur impact statistique sur sa franchise au cours de la saison régulière, et qui, évidemment, fut remis en 1997 à Grant Hill. Elle est également confirmée par Charles Barkley, alors joueur des Rockets et pour lequel les Pistons ne sont pas si bons que ça sur papier. Ils gagnent car Grant Hill les porte. La Hill Mania ambiante touche absolument toutes les sphères du basketball américain. C'est ainsi qu'on retrouve Grant Hill en une du magazine Slam, ballon sous le bras, regard caméra et sublime maillot blanc frappé du cheval enflammé, avec un titre qui en dit tellement sur sa domination de l'époque. Just like Mike, only better. Troisième de la course au MVP en 1997, Hill retrouve les playoffs en décrochant la 5e place de la conférence Est avec 54 victoires. Pour rejoindre les demi-finales, il faudra passer sur le corps des Hawks, dont la raquette est composée de l'inusable Dikembe Mutombo, mais également de Christian Laettner, son ancien coéquipier à Duke. Malgré la défaite initiale, c'est Détroit qui s'offre une double balle de match en remportant les 2 rencontres suivantes, à cette époque où le premier tour se disputait encore au meilleur des 5 matchs. Alors qu'il inscrivit 28 points à 50% au tir lors de son 4e match, Hill fut abandonné par l'ensemble de ses coéquipiers. 3 sur 13 au tir pour Lindsey Hunter et Joe Dumars, 1 sur 3 pour Otis Thorpe ou encore 1 sur 4 pour Aaron McKie. Atlanta recolla donc à 2 partout dans la série, et le match décisif rendit un verdict similaire. Cependant, cette fois-ci et pour la première fois de la série, c'est Grant Hill qui passa à côté de sa rencontre, en ne convertissant que 9 de ses 24 tirs. Pire encore, il ne marqua aucun point au cours du dernier quart-temps alors même que Détroit menait de 8 points avant d'encaisser un 30-17 au cours de la dernière reprise, synonyme d'élimination précoce, une nouvelle fois.
Détroit manqua les playoffs en 1998, alors même que son numéro 33 brillait toujours de mille feux. Les supporters michiganais vécurent une triste saison qui commença avec 10 défaites au cours des 15 premières rencontres. L'une des rares éclaircies de cet exercice morose se déroula le 16 mars 1998 sur le parquet du Miami Heat. Au cours d'une possession floridienne, Grant Hill fut accroché par Alonzo Mourning et les deux hommes chutèrent. Grant Hill throwing Alonzo Mourning to the deck. And Alonzo Mourning wisely slammed on his own personal set of brakes before taking a bite out of Mr. Hill. That was a rather brutal takedown by Grant Hill. Yeah, I think this is going to be a flagrant. Le pivot, pas vraiment réputé pour son sang-froid, se releva avec la farouche envie d'en découdre avant d'être calmé par le corps arbitral. Grant Hill, quant à lui, se releva tranquillement et se replaça, sans dire un mot. Il répondit sur la possession suivante, au cours de laquelle il dribbla Dan Mayerley avant d'aller accrocher Alonzo Mourning sur un sublime poster. Grant Hill. Oh my! Bragging rights at the moment belong to Hill. In the Heat's house, the hard foul on Zoe, and the dynamite dunk right down the pipe at Mourning. Un dunk d'une violence rare, pas loin d'être digne de celui de Shawn Kemp sur Alton Lister quelques années plus tôt. Pourtant, là où Kemp avait célébré son panier par un trash-talking désormais passé à la postérité, Grant Hill ne jeta même pas un regard à sa victime du soir, comme le nice guy qu'il a toujours été. Il n'y a guère plus de choses à raconter au sujet de la saison 98-99, frappée d'un long lockout, si ce n'est peut-être que Grant Hill en profita pour inscrire 46 points lors de la troisième rencontre. 46 points, ce sera son record en carrière, et il les accompagna ce soir-là de 7 rebonds et d'autant de passes décisives. Dans cette saison de 50 rencontres, les Pistons en remportèrent 29 pour tenter de prendre leur revanche sur Atlanta au premier tour des playoffs. Encore raté, car ce sont les Hawks qui s'imposèrent à nouveau sur le score de 3-2, dans une série sans suspense où chaque rencontre se termina avec un écart minimum de 12 points. Nous voici donc au tournant du siècle. Grant Hill dispose encore d'une année de contrat chez les Pistons, qu'il honorera de la plus belle des manières en réalisant la meilleure saison de sa carrière. Dans une équipe à peine moyenne, malgré l'éclosion d'un Jerry Stackhouse au poste d'arrière, ce qui lui coûta quelques précieuses voix pour le premier MVP du millénaire, Hill va enfiler son costume de Superman pendant 74 rencontres. Jamais il ne porta aussi bien le surnom de LeBron avant LeBron qu'on lui donna bien des années plus tard. En effet, comme le King lors de son premier passage à Cleveland, Hill était stratosphérique dans une équipe incapable de le suppléer convenablement. La différence avec James, c'est que la conférence Est de la fin des années 90 était ultra compétitive là où celle de la seconde moitié des années 2000 était moyennasse au mieux. Hill donna le ton de sa saison dès la première rencontre. 41 points, 9 rebonds, 5 passes décisives. C'est l'une des 4 performances de ce genre dans l'histoire des Opening Games. Désormais sous les ordres d'Alvin Gentry, il délaissa son costume de passeur pour se concentrer un petit peu plus sur le scoring, un peu à l'instar de Magic Johnson en 1986. Si marquer 30 points tous les soirs ne l'a jamais intéressé, il démontre tout de même qu'il en est parfaitement capable avec une aisance agaçante. Et pourtant, dans son sillage, Détroit perd. Seulement 2 victoires pour 6 défaites pour commencer la saison. Alors, le nice guy s'est fâché, tout rouge, pour mener son équipe à la victoire à 8 reprises sur les 13 matchs qui suivirent, avec une ligne statistique jordanesque. 29 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 52% de tirs convertis en moyenne. Rebelote d'ailleurs au début de l'année 2000 où, sur 12 rencontres consécutives, il affichait 32 points, 6 rebonds et autant de passes décisives de moyenne. C'était acté dans la tête de l'immense majorité des observateurs, mais cette saison ne laissa plus de place au doute. Le meilleur ailier de la fin du millénaire, c'était Grant Hill. Il n'y a guère que Scottie Pippen qui était susceptible de venir lui faire un peu d'ombre, bien que les meilleures années de celui-ci soient désormais derrière lui. Détroit termina sa saison à la 8e place de la conférence Est et Hill prit exactement la même place au classement du MVP malgré ses 25 points, 6,5 rebonds et 5 passes décisives de moyenne. Toutefois, cette 8e place collective est désormais celle de l'espoir. L'année précédente,
Les Knicks démontrèrent à tous qu'il était tout à fait possible de rejoindre les finales NBA tout en étant le dernier qualifié pour les playoffs. Il se murmure donc dans le Michigan qu'avec un Grant Hill exceptionnel, Détroit pourrait jouer une bien mauvaise farce au Miami Heat au premier tour des playoffs. Il n'en sera rien. Pire encore, cette saison fut la dernière de Grant Hill au très haut niveau. Avant même que les playoffs ne débutent, Détroit avait hypothéqué l'ensemble de ses chances de qualification le soir de la 74e rencontre disputée face à Charlotte. Alors que Grant Hill n'avait jamais connu de grosses blessures dans sa carrière, lui qui a jusque-là pris part à 435 des 460 rencontres disputées depuis sa draft, il connut là un terrible coup d'arrêt. Pourtant, le staff médical était confiant et le diagnostic tomba rapidement. Grant Hill souffre d'une excroissance osseuse à une cheville, ce qui ne devrait pas l'empêcher de disputer les playoffs. C'est d'ailleurs ce qu'il se passa. L'ailier était sur le terrain pour les 2 premières rencontres de ce premier tour, qu'il traversa comme le fantôme qu'il n'était pourtant pas. C'est que le diagnostic médical était totalement faux. Pire encore, il paraîtrait que le staff médical ait sciemment caché aux joueurs la gravité de sa blessure. La cheville de Grant Hill n'était pas touchée par une excroissance osseuse, elle était totalement fracturée. Grant Hill, qui laissait déjà planer le doute sur son avenir, vécut cela comme une véritable trahison et décida à l'été de quitter Détroit et le Michigan pour la Floride et le Orlando Magic. Malgré cette rupture douloureuse, ces 6 saisons chez les Pistons furent extraordinaires à l'échelle de la NBA. Voyez plutôt, 9393 points, 3417 rebonds et 2720 passes décisives. Seuls Oscar Robertson, Larry Bird et LeBron James réalisèrent de meilleures statistiques lors de leurs 6 premières saisons dans la ligue. Voilà donc ce qu'était Grant Hill, un joueur de la caste de l'ensemble de ces légendes. À Orlando, son passage fut catastrophique à tous les points de vue. Individuellement, en l'espace de 7 saisons, il ne disputa que 200 rencontres. Son duo avec Tracy McGrady promettait d'être éblouissant. Les 2 hommes ne se croisèrent qu'à peine. Tandis que T-Mac brillait sur les parquets, Hill passait le plus clair de son temps à l'infirmerie, voire même à l'hôpital. Il passa ainsi la saison 2000-2001 à soigner sa cheville et ne disputa que 4 rencontres. Cela n'empêcha pas les supporters de l'envoyer au All-Star Game dans un signe de reconnaissance qui ressemble de loin à celui dont a bénéficié Magic Johnson en 1992. Sa seconde saison au Magic, 14 matchs. La troisième, 29. Voilà donc 3 saisons plombées par cette blessure à la cheville cachée par un staff médical qui a du sang sur les mains mais également la conscience lourde. En mars 2003, Grant Hill doit être réopéré. Le chirurgien doit lui refracturer la cheville pour permettre à un os de se ressouder convenablement. Cette intervention chirurgicale devait constituer son acte de renaissance en NBA, mais sera presque son acte de décès. 5 jours après l'opération, Grant Hill doit retourner en urgence à l'hôpital en raison d'une fièvre insoutenable et de convulsions. Les examens médicaux révèlent alors la contraction d'un staphylocoque doré qui aurait pu lui être fatal et qui le laissa sur la touche pendant l'ensemble de la saison 2003-2004. On l'avait quitté un soir de victoire contre Charlotte le 7 avril 2000, âgé de 27 ans, dans son prime et dans une forme olympique. On le retrouve enfin au plus haut niveau 4 ans plus tard, pour le lancement de la saison 2004-2005. Son retour est d'ailleurs encourageant. S'il n'est plus aussi explosif qu'avant, Grant Hill compense cette perte athlétique par une science du jeu difficilement égalable. Au point d'ailleurs qu'après 20 rencontres, Orlando est dans le bon wagon pour les playoffs avec 13 victoires malgré le départ de Tracy McGrady pour Houston.
Il faut dire que cette fois-ci, sur le papier, le roster est compétitif, avec Steve Francis à la main, Grant Hill à l'aile et le rookie qui était alors Dwight Howard sous les paniers. Sur ses 20 premières rencontres de saison régulière, Hill affiche 20 points, 4,5 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. Dans un exemple de résilience, il parviendra à maintenir ce niveau sur l'ensemble de la saison. Et, si le Magic ne parvint finalement pas à se qualifier pour les playoffs, son ailier fut convié à son 7e et dernier All-Star Game, et cette fois-ci, cela n'est dû qu'à son niveau de jeu. Cela fait désormais 11 années que Grant Hill a été drafté. Son côté cyborg l'a quitté depuis longtemps, mais le nice guy, lui, a continué à fouler les parquets du pays entier pendant encore 8 saisons. Tout partait mal pourtant, car la saison suivante fut à nouveau largement écourtée en raison d'une nouvelle opération à une jambe, rendue nécessaire pour soigner une hernie. Pour beaucoup, cette énième saison galère aurait été la goutte de trop dans un vase bien trop petit. Pour Grant Hill, au contraire, ce ne fut que l'occasion de revenir, une fois encore, pratiquer ce sport qu'il aimait tant. Son avenir se dessinait toutefois ailleurs qu'à Orlando, où les supporters digéraient très mal les 106 millions de dollars qu'il a empochés au cours de ses 7 saisons. Cela ne l'empêcha pas de disputer une dernière saison chez les Floridiens, au cours de laquelle il retrouva un niveau plus que respectable, avec 14,5 points, 3,5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne. Le Magic se qualifia d'ailleurs in extremis en play-off, pour une élimination sèche face aux Pistons. Cette nouvelle défaite scella le sort de son mauvais passage à Orlando. Grant Hill a désormais 34 ans. Il n'a jamais passé un tour de play-off au cours de sa carrière. Il est passé, brusquement d'ailleurs, du statut de véritable superstar à celui de vétéran role-player. Il s'apprêtait pourtant à renaître de ses cendres du côté de Phoenix. Mike D'Antoni le fit venir chez les Suns en 2007 pour encadrer les jeunes Leandro Barbosa, Boris Diaw ou encore Amar'e Stoudemire. Hill fut immédiatement nommé co-capitaine de l'équipe en compagnie de Steve Nash. Mieux encore, Alvan Adams, la légende locale dont le maillot a été retiré, accepta que Grant Hill puisse revêtir son numéro 33 fétiche, comme si les légendes se reconnaissaient toujours entre elles. Chez les Suns, l'ailier conserve sa place de titulaire. S'il ne possède plus de véritable responsabilité offensive, ce rôle étant désormais dévoué à Steve Nash, Amar'e Stoudemire ou encore Shawn Marion, son impact défensif constitue une véritable plus-value dans un effectif qui n'était pas spécialement bâti pour défendre. C'est là un point que l'on a jusqu'ici omis de mentionner. Grant Hill n'était pas qu'un attaquant et un créateur hors norme, c'était également un défenseur capable de se coltiner les meilleurs ailiers adverses, et cela même à 35 ans. Dans l'Arizona, il s'inclina une nouvelle fois au premier tour des playoffs en 2008 face aux Spurs de Duncan, Parker et Ginobili. Il remplit tout de même pour une saison de plus, au cours de laquelle il disputa les 82 rencontres de la saison régulière. Il se rappelle d'ailleurs encore parfois au souvenir de ses jeunes années, comme ce soir d'avril 2009 où il termina la rencontre avec 27 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions dans une victoire face aux Warriors. Malheureusement, Phoenix manqua les playoffs malgré les 46 matchs remportés au cours de la saison régulière. Plusieurs voient s'offrir à l'ailier à l'été 2009. La retraite, tout d'abord évidemment. Rejoindre les Knicks et les Celtics, ensuite, eux qui lui proposèrent une année de contrat. Rester chez les Suns, enfin. C'est d'ailleurs la voie qu'il choisit, en signant un deal de 2 années avec la franchise de l'Arizona. Tout vient à point à qui sait attendre. En 2009-2010, Phoenix est une place forte de la NBA. Hill est encore utilisé comme 4e option offensive et dispute 81 rencontres de saison régulière avec un temps de jeu moyen de 30 minutes. Papy fait de la résistance et enchaîne les matchs, comme pour prendre une sublime revanche tardive sur la santé qui lui a gâché les plus belles années de sa carrière. C'est ainsi qu'il disputa les 16 rencontres jouées par Phoenix en play-off. Oui, 16 rencontres. Vous l'avez compris, Grant Hill vient de remporter la première série de play-off de sa carrière, devenant d'ailleurs recordman en la matière. Avec 15 saisons, il est celui qui a patienté le plus longtemps dans l'histoire pour y parvenir. Au cours de ces play-offs, les Suns vinrent d'abord à bout de Portland au premier tour,
avant de sweeper les Spurs en demi-finale de conférence. En finale, ils affrontèrent les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol, tenants du titre et favoris à leur propre succession. En 6 rencontres, Phoenix et Hill s'inclinèrent et Los Angeles alla effectivement réaliser le back-to-back. Grant Hill disputa encore 3 exercices en NBA. En 2011, il devient d'ailleurs le 7e joueur de tous les temps à inscrire au moins 13 points à l'âge de 38 ans. Il rejoint dans ce club officieux des joueurs tels que Karim Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, John Havlicek ou encore Dominique Wilkins, excusez du peu. Il prit sa retraite à presque 41 ans, à l'issue de la saison 2012-2013, après une pige du côté des Clippers. À l'instar d'un Penny Hardaway ou d'un Bill Walton, il fait partie de cette catégorie de joueurs à qui l'Olympe était promis, mais dont le corps n'a pas supporté l'ascension. Son palmarès ne reflète donc pas l'immense joueur qu'il fut, malgré son intronisation au Hall of Fame en 2018, ses 5 nominations dans une All-NBA Team, ses 7 sélections au All-Star Game ou encore son titre de Rookie de l'année en 1995. Notons également qu'il fut nommé joueur le plus fair-play de l'année à 3 reprises, en 2005, 2008 et 2010. Ce triplé illustre particulièrement bien ce que nous disions jusqu'alors. Même lorsque plus personne ne misait sur un hypothétique retour au plus haut niveau, Grant Hill parvenait toujours à retrouver un rôle dans une équipe compétitive et ambitieuse, et cela grâce non seulement à son talent, mais également grâce à son comportement exemplaire. Si je dois être honnête avec moi-même, oui, ça m'ennuie d'avoir été blessé. C'est pour ça que cette nomination au Hall of Fame constitue une vraie récompense pour moi. J'ai tout de même fait de bonnes choses. J'ai joué les Jeux Olympiques, je faisais partie de l'élite pendant une période. Dans un sens, tout n'a pas été mauvais. Voici ce que déclarait Grant Hill lors de son intronisation au Hall of Fame en 2018. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme manie la litote aussi bien que le joueur maniait le ballon. Certes, en 18 années de présence, il n'a rien gagné en NBA. La faute, surtout, à un front office des Pistons incapables de l'entourer convenablement, mais aussi celle à un staff médical à minima incompétent, au pire criminel. Malgré tout cela, près d'une décennie plus tard, Grant Hill semble en paix avec sa carrière. Franchement, je changerais sans doute rien à ce qui s'est passé. J'ai pas atteint le niveau que j'envisageais, mais je suis fier de ce moment de ma carrière, de ce que j'ai traversé et de la manière avec laquelle j'ai pu m'en sortir. Il n'est plus ici question de s'en tenir au sens péjoratif du terme. Grant Hill est définitivement le meilleur nice guy que la NBA ait jamais connu. Vous venez d'écouter le Magnéto. N'hésitez pas à commenter, noter et à partager ce podcast sur l'ensemble des réseaux. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, que ce soit Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcast ou Google Podcast.